Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de l'espace francophone. Nous émettons à Kinshasa SAG Eco, l'émission de la chaîne InfoSAG. C'est une émission qui est spécialisée, qui toutes les thématiques économiques dans tout le secteur de la vie nationale. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la réindustrialisation de l'Afrique francophone et en particulier la République démocratique du Congo. Dans ce plateau, je ne serai pas seul, je suis avec un éminent économiste congolais, politique, M. Djomi Ngoma. Il est plus à présenter, il connaît le roître des institutions de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui bloque? Il connaît aussi l'histoire industrielle de la République démocratique du Congo. Bienvenue, bonjour M. Ngoma. Bonjour M. Mathieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment très flatté par votre plateau et par votre initiative. Ce sont des choses qu'il faut encourager. Merci, je salue aussi tout le monde qui me regarde et tout le monde qui m'apprécie. Vraiment, on sera là pour parler de l'économie, bien sûr, de l'industrialisation de l'espace francophone, mais bien sûr d'abord de la RDC. La République démocratique du Congo qui est le premier territoire en démographie de l'espace francophone. On dit le pourcentage de l'emploi industriel est faible dans cet espace. Qu'est-ce qui signifie ça, M. Ngoma, en tant qu'économiste, concrètement? Ah oui, avant de répondre à votre question, avant d'entrer dans les méandres de votre question, je voulais d'abord circonscrire les problèmes. Nous parlons ici de l'industrialisation. Nous ne parlons pas de l'entrepreneuriat, mais de l'industrialisation. Voilà, l'industrie. Oui. L'une des disciplines de l'économie. Le secteur principal aussi, parmi les secteurs. Tout à fait. Puisqu'en économie, vous devez savoir que l'économie est divisée en secteurs. Voilà. Donc nous avons les secteurs primaires, nous avons les secteurs secondaires, nous avons les secteurs tertiaires. Et puis un quatrième secteur qui est en train d'émerger, c'est les secteurs liés à la numérisation. La nouvelle technologie. Et puis à l'innovation. L'autoroute de l'économie mondiale aujourd'hui. Voilà. Donc, si l'on ne comprend pas déjà très bien ce que c'est ces secteurs, l'on risque de mêler le tout et de ne pas s'en sortir. Donc, les secteurs primaires, c'est bien sûr les secteurs des ressources naturelles. Voilà. C'est-à-dire, il y a plus de ressources naturelles en démocratie du Congo. Oui, l'agriculture. Qui n'est pas transformable dans le sol. Voilà. L'agriculture ainsi que l'extraction minière. Maintenant, il y a les deuxièmes secteurs qui fait l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire les secteurs secondaires qui est le secteur de l'industrialisation et de la construction. En fait, nous, je pense dans les développements, nous allons y entrer profondément, mais pour circonscrire les problèmes, nous pouvons aussi parler des secteurs tertiaires qui est le secteur d'échange, des valeurs non, des services aujourd'hui qui fait l'économie libérale d'aujourd'hui, l'économie de marché. Voilà, et non marchands. Il y a aussi les banques qui sont là et consorts. Voilà. Et les secteurs, quatrième secteur là, nous en parlons pas. Maintenant, revenons à notre secteur qui est le secteur industriel, secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel. Au fait, l'industrie c'est quoi? L'industrie c'est l'ajout des donc on donne une valeur ajoutée à la matière, c'est-à-dire on prend les matières premières et l'on transforme cela dans un processus, bien sûr, de transformation pour que ça puisse devenir autre chose. Et lorsque ça devient autre chose, ça augmente en valeur. Vous allez prendre, par exemple, une mangue. Ça peut vous coûter tout un bassin. On peut vous le vendre, je sais moi, à 10 000 francs. Mais si vous transformez ça en jus, vous allez voir que le bassin là de jus ne va pas coûter 10 000 francs. Ça va coûter plus. Et c'est ça maintenant. Maintenant, l'industrialisation en République démocratique du Congo, je pense, nous devons savoir que cette industrialisation a connu deux chocs. Il y a d'abord le premier choc lié à la zaïrianisation qui s'est fait en 73, 1971, 72, voilà. Et ensuite, il y a eu le deuxième choc lié au pillage qui s'est fait en 1992 et puis 93. Toujours avec un chiffre aidé, hein? Oui, les premiers pillages en 1992 et puis les deuxièmes en 1992 pour les intimes congolais. Alors,
D'abord, pour ceux de cette époque qui ne connaissent pas ce que c'est la saharianisation, au fait, c'était quoi? On a pris des industries, des entreprises appartenant aux Blancs et on les a donnés aux Noirs. Et ces Noirs-là, on les a payés. Bon, les Noirs, c'est un peu raciste. Ils ont donné aux Congolais. Aux autochtones, oui. Ils ont donné aux Congolais. On parle des cas de figure des plans sur la démocratie du Congo. Voilà, on a donné aux autochtones. Mais tous ces autochtones-là, on les a appelés les acquéreurs. Mais vous savez que tous ces acquéreurs-là, il n'y en a eu que 2 qui ont émergé. Il y a eu le Febemba Saolona, le vieux Chano. Oui, ainsi que et l'autre là, j'ai oublié un peu les noms, ça pourra venir au cours de l'émission. Mais voilà Vous pouvez parler de qui? Des Lito et ou des Seti? De G7. Voilà. Il n'y en a eu que 2 qui ont émergé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les entreprises acquises par les Congolais ont fait faillite. Puisque les Congolais, il vient du village, il était sous un manguier, on lui donne toute une entreprise à gérer. Quand il voit l'argent, il pense que c'est à manger. Il ne sait pas que ça doit être réinjecté dans le processus pour recréer des richesses. Il y a un problème de management aussi. Oui, et en fin de compte, il n'y a plus rien. Alors, c'est ce qui fait que de 1960, lorsque le blanc est en train de partir, il va nous laisser avec 9600 entités industrielles. 9600. Aujourd'hui, on en a combien, les entités en 2021, lorsqu'on a fait les dernières statistiques, c'était 507. Voilà. La population augmente, 507. mais le pourcentage des entreprises industrielles 507. recule. Donc, on a perdu pratiquement 9000 et quelques entités industrielles. Voilà que on ne pouvait que se retrouver dans ce que j'ai entendu dans l'une de vos émissions, lorsque vous parlez que les quartiers industriels des limité est devenu habitable. Mais puisque les entreprises qui ont été là ont été pillées, elles ont été pillées. La faute à qui? Alors, la faute, c'est aux politiques. Et là, quand moi je parle, même dans mon développement, par la suite, vous allez voir que je serai. Mais vous êtes vous-même politicien. Vous êtes vous-même politique, cher Ngoma. Tout à fait. C'est ainsi qu'en 2021, on a eu ces plans directeurs de réindustrialisation de la RDC et qui devrait coûter plus de 50 milliards de dollars américains. Voilà, je me laisse encore à vous pour répondre à vos questions, mais je pense que j'ai un peu circonscrit les problèmes pour que nous puissions évoluer ensemble. Voilà. L'industrialisation, vous avez bien expliqué d'une manière pédagogique que c'est à rajouter une valeur ajoutée à ce qu'on appelle les ressources naturelles. Et quand on le rajoute, on a besoin des mains, des biens pour que cette valeur puisse se transformer. Et des machines. Et l'industrialisation, voilà. Ce sont les machines. De machines. Et la technologie, l'approche pour transformer. Voilà. Mais maintenant, nous sommes en 2024, un pays qui a une démographie que beaucoup des États cherchent. Qu'est-ce qui est vraiment bloque aujourd'hui? On était, vous avez dit, à la sortie de l'indépendance, 9000 unités industrielles dans le pays. Dans tout le secteur, le textile, l'aéronautique, l'automobile. Pour ne pas vous couper, pour vous mettre un peu l'eau dans la bouche, c'est ce qui faisait aussi que notre monnaie était forte. Puisque parce qu'il y avait une production. Lorsque vous avez la production crée des devises. Voilà. Puisque lorsque vous avez la production, vous allez pas consommer de l'extérieur, mais vous consommez de l'intérieur. Oui. Aujourd'hui, près de 80% de notre consommation est importée. Oui. Ce qui fait que notre pays doit réserver plus ou moins 6,5 milliards de dollars américains par an. Si vous faites les calculs, ça vous fait déjà 540 millions par mois. Mais maintenant, on a ça fait 135 millions. On a fait ça. Je termine, monsieur Mathieu. Oui. 135 millions de dollars. Que ce que vous dites est vraiment dans le bon sens de l'économie. C'est pour ça, nous, ils essaient en fait. 135 millions de dollars par semaine. Et cet argent-là, l'État congolais doit disposer de ces devises-là. S'il ne dispose pas de ces devises-là, il y a inflation. Puisque ces entreprises-là, après avoir vendu en francs congolais, ils vont aller, les restes des petites entreprises qui nous restent quoi? Ils vont aller chercher les dollars. S'ils ne les trouvent pas à la banque centrale, ils vont aller dans les marchés parallèles. Et la spéculation va gagner le terrain. Gagner le terrain. Vous, donc, voilà. Le balance commercial extérieur, en ce moment, est en négatif.
Oui. Donc c'est pour ça une rareté de devises étrangères. Sans pour autant avoir des chiffres exacts, mais je suis convaincu et je sais que notre balance des paiements a toujours été négative. Puisque le peu que nous encaissons en devises sont de l'argent lié à l'extraction minière, à l'exportation minière, et puis peut-être à l'extraction des bois et consorts. Vous voyez, par rapport à vous savez qu'ici au Congo, on peut venir nous servir quelque chose à manger ici. Mais vous savez que tout ce qu'on va nous servir ici, ce sera importé. Je commence d'abord par les riz. Nous allons consommer soit des riz venant de la Chine, soit des riz venant de l'Inde, ou je ne sais moi, d'autres pays. Tandis qu'autrefois, ici même à Kinshasa, il y avait, lorsque vous allez au marché, les riz de Ghana et les riz de Bumba. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous sommes nés ici à Kinshasa. On choisissait entre les riz Bumba, qui grossissaient dans les Banoko Vimba, et puis les riz Ghana et Banoko Vimba Bingite. Et la population, la petite, consommait beaucoup plus les riz Bumba. Et soit dit en passant, c'est vraiment bien pour la glycémie. Ça fait pas monter la glycémie. On va nous présenter peut-être ici des poissons, des tilapias, mais ce sont des tilapias qui viendront des Namibie. Et je ne sais moi, des oignons qui viendront de quelque part. Et tout ce que nous allons consommer ici sera viendra de l'extérieur. Peut-être seulement les légumes. Il faut faire un plan de relance de réindustrialisation de la démocratie du Congo. Des légumes peut-être. Et ces légumes-là, lorsque vous allez fouiner, vous allez voir que ça a été produit avec des graines venant de l'extérieur. Allez à Funa, là-bas, vous allez voir les graines. Et puis même les engrais venant de l'extérieur. Donc, nous consommons tout de l'extérieur. Nous importons. En tant qu'économiste, concrètement, aujourd'hui, tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Il y a un pays, le président Bassirou Faye, du côté de Sénégal, son aîné, qui était le président Macky Sall, avait créé un plan de relance de la République sénégalaise, mais en priorité, c'était la moitié de la consommation sénégalaise doit être produite à l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas imiter les bonnes choses que les autres ont essayé de faire? Oui, imiter, c'est une bonne chose, mais vous devez savoir déjà qu'il existe un plan de réindustrialisation de la RDC. La République démocratique du Congo. Oui, ces plans-là étaient déjà présentés le 26 août 2021 avec le ministre Julien Paluku, le ministre de l'Industrie. Et ces plans-là, aujourd'hui, peut-être avec la relance de vos émissions, je peux savoir où en sommes-nous. Mais sachez déjà que pour réindustrialiser la République démocratique du Congo, il y avait des goulots d'étranglement. D'abord, le premier goulot, c'est l'électricité. L'énergie. On ne peut pas industrialiser sans électricité. Sans électricité, c'est difficile. Avec les groupes électrogènes, ça sera vraiment pas possible. Donc l'énergie coûte cher à un peu. L'énergie doit être accessible à tous. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de s'y étaler pour que l'énergie vraiment électrique soit accessible à tous. Là où je viens par exemple des Mwanda, on voit quel effort le président de la République est en train de faire pour que la cité de Mwanda puisse être électrifiée partout par les courants venant de Inga. Bien que c'est pas un petit problème. Mais déjà, si je peux ouvrir une petite parenthèse, avec la construction des ports à non profond à Mwanda, il y aura des faits d'entraînement, il y aura, je vous assure que l'industrialisation qui peut naître de l'autre côté nécessite d'abord de l'électricité. Mais il y a aussi un deuxième goulot d'étranglement, c'est le cadre légal. Le cadre légal, puisque j'ai entendu dans l'une de vos émissions toujours, lorsque vous parliez des financements. Oui, le financement, c'est pour l'entrepreneuriat. Mais c'est pour l'industrialisation, il faut y avoir des investisseurs, des bailleurs de fonds, des gens qui disposent de l'argent et qui veulent investir dans un domaine quelconque. Ils vont amener des machines, ils vont amener ce qu'ils peuvent amener, ils vont amener même des devises. Alors il va falloir qu'ils puissent avoir un cadre légal attrayant pour qu'ils puissent être attirés, puisque le Congo, la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays qui a besoin des investisseurs. Les investisseurs sont voulus partout dans le monde. Alors, ils doivent voir, est-ce que la loi financière, la fiscalité de ces pays me permet de gagner mon argent investi dans peu de temps? Si
votre loi financière ou votre cadre légal ne permet pas, l'investisseur ne viendra pas. Il peut venir, il fait des études, il voit par exemple que $1 investi en RDC peut me produire $10 à la fin du mois. Tandis que $1 investi dans un autre pays peut me produire $100. Il va partir là où son argent est beaucoup plus fructifié. Voilà un peu le problème. Donc ça, c'est le deuxième goulot d'étranglement. Mais il y a un autre goulot d'étranglement, si petit soit-il, c'est la corruption. Vous voyez, la corruption, tant que nous serons en haut des listes des pays très corrompus, ça sera très difficile qu'un investisseur sérieux puisse venir au Congo, puisqu'il sait que son argent pourra être dilapidé, et avec la corruption, il peut avoir peut-être des procès en justice, il peut perdre de l'argent, mais il va en justice, il ne retrouve rien. Comme je vous ai entendu l'autre fois, on peut arrêter des gens, mais on ne rembourse pas l'argent et la personne en définitive a perdu. Donc tout ça là, tous ces trois goulots d'étranglement doivent être résorbés afin de booster l'économie, de booster l'industrie congolaise. Sans cela, ça sera difficile. Vous avez dit que l'État puisse financer, mais nous devons savoir, nous sommes dans un État producteur ou bien dans un État où l'État est régulateur. Il régule les choses. Or, le cas de notre pays, je pense que l'État est beaucoup plus régulateur. L'État ne produit pas. Preuve en est que la quasi-totalité des entreprises étatiques ont été privatisées. Malheureusement, ils ont été privatisés au bénéfice des anciens dignitaires qui en ont profité pour créer leurs propres entreprises plus compétitives que les squelettes laissés à l'État. Vous pourrez avoir le cas avec l'ONATRA, avec le port de l'ONATRA à Matadi. Qu'est-ce qu'il en est devenu avec... Donc les entreprises étatiques ne supportent pas la concurrence, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas supporter la concurrence, mais c'est une concurrence déloyale. Vous comprenez? C'est comme si nous voulons faire la course ou un marathon entre nous deux, et on commence d'abord par vous frapper ou par vous amputer d'un pied. Vous n'allez pas être compétitif. C'est ce qu'on a fait avec les entreprises étatiques ici au Congo. Donc, la République démocratique du Congo, certes, elle présente beaucoup d'opportunités pour investir, pour l'industrialisation, mais la politique doit être bien faite. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, on cherchait au Congo un pouvoir qui ne soit pas plus contesté. Puisque plus nous contestons le pouvoir, plus l'investisseur dit que si je viens, j'investis dans ces pays, une fois qu'il y a chute du régime, moi, je vais tout perdre. Vous voyez? Alors, personne ne viendra. Quelqu'un avait bien dit que l'argent n'est pas le bruit des bottes. Tant que nous aurons la guerre à l'Est, il y aura des choses qui seront limitées, des choses que nous ne pourrions pas faire. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Donc pour vous, aujourd'hui, le problème n'est pas uniquement le problème de l'État, mais c'est le problème des Congolais qui doivent penser à investir. Voilà. Non. Les Congolais, oui, comme le chef de l'État avait dit qu'il va créer des millionnaires congolais. J'ai apprécié l'un de vos invités qui a dit, malheureusement, tous ces millionnaires congolais ne vont que à l'industrie des mines. Voyez. Dans les autres secteurs, on laisse Or, ce n'est pas comme ça qu'on peut développer un pays. Je venais de vous parler. Vous savez, par exemple, si vous allez à la période des ananas, vous allez à Lupula, vous allez à Tchela, vous allez en Lemba, mais vous allez pleurer. Parce que vous allez voir des véhicules de 20 et 30 tonnes. Les entrepreneurs vous suivent parce que vous êtes une chaîne des entrepreneurs et de l'économie. Ils suivent religieusement. Mais j'ai toujours rêvé de créer une entreprise de fabrication de jus à Tchela ou je ne sais moi en Lemba. Puisque là, vous aurez la matière première à la portée des mains. À un bon prix. Vous transformez cela là-bas. Ensuite, vous allez ramener ça au grand centre de consommation à Boma, je ne sais moi, à Mwanda, et pourquoi pas venir ici à Kinshasa. Et c'est là où maintenant intervient le problème du cadre légal. Parce que vous allez créer l'entreprise, vous-même, vous n'avez encore rien produit, mais les agents de l'État, il y a 5, 6, 10, 20, voire 20 services qui viennent vous demander quelque chose. L'État avait créé guichet unique pour assouplir tout ça.
guichet unique, c'est devenu comme, je ne sais moi, une histoire que j'ai lu, un gag que j'ai vu. Il y avait un prince qui chaque fois du haut de sa maison voyait un cultivateur amener des choses par la tête. Il souffrait, il était courbé. Et le prince, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une brouette, il lui a donné. Pensant que demain, il sera ravi de voir son monsieur pour transporter ses histoires par la brouette. Mais il a vu le monsieur mettre des choses dans la brouette et mettre ça sur la tête. Donc, il lui a ajouté une autre charge. Et c'est ce qui est fait avec les guichets uniques, la taxe unique, par exemple. Lorsque M. Laurent Désiré Kabila vient, pour éviter ce problème-là de multiplicité des taxes, il va créer la taxe unique. Mais vous savez qu'est-ce qui est advenu? Tous les services de la commune devaient se retrouver dans la taxe unique. Mais aucun des services presque ou pas entièrement ne s'est retrouvé. Et ces services-là sont descendus sur le terrain. Donc il y avait encore eu la taxe de l'environnement, la taxe de la pollution, toutes les taxes sont revenues, à plus la taxe unique. Vous pouvez comprendre. Donc il y avait une taxe unique. Donc, et toutes les taxes. Pour vous, l'approche des guichets uniques n'a pas apporté des améliorations. Là où vous voulez bien parler, lorsque vous m'avez dit que c'est le problème des Congolais. Et là maintenant, nous allons quitter vraiment les cadres tout à fait économiques pour aller dans les cadres politiques, sociopolitiques. Voilà. Vous voyez, parce que moi, en tant que politicien, j'ai toujours considéré que les problèmes du Congo, c'est l'homme congolais. Vous savez que l'homme congolais, dans son ADN, il a l'ADN de faire du mal. Il a l'ADN de voler. Vous savez que moi et vous, si nous devons nous mettre tous dans la même boîte, en tant que Congolais, on peut nous payer aujourd'hui 10 000 $, mais nous n'allons pas nous lasser de prendre les corruptions. Et pourtant, vous allez partir dans des pays étrangers, vous allez voir quelqu'un qui gagne 1 500 $ et ne vit que de ces 1 500 $, qui gagne 2 000 $ et ne vit que de ces 2 000 $. Mais cet esprit-là, mais vous gagnez 6 500 $. Cet esprit-là qui arrive chez des Congolais, c'est quoi ça en fait? Donc, comment vous l'expliquez? En tant que politicien, je peux vous dire que nous avons eu dans ces pays un président qui disait, même si, si un chef de l'État dit haut de sa tribune, dit... On a connu aussi un chef de l'État qui voyage, qui retourne à la personne du président Kasavubu. C'était aussi un Congolais. Mais Kasavubu et Mobutu, c'est la thèse et l'antithèse. Vous voyez? C'est la thèse et l'antithèse. Donc, pour vous dire que le problème congolais a commencé avec le régime Mobutu. C'est pourquoi les vieux Tshisekedi des bonnes mémoires disaient que le problème, c'est renversement des mentalités. Vous voyez? Donc, il disait qu'au Congo, les biens étaient devenus mal, les mal étaient devenus bien. Et c'est ça qui a créé tout ce que nous... Donc, vous devenez ministre... Mais ça, c'est pas l'absence d'occupation de la plupart des Congolais, parce que nous voyons que 3/4 des Congolais dans le territoire, beaucoup plus, il y a que des gens qui n'ont jamais travaillé. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais bossé. Non? Ça contribue pas. Papa, moi, je pense même, dans les cadres concrets de notre pays, mieux vaut engager quelqu'un qui n'a pas encore travaillé que quelqu'un qui a déjà travaillé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà travaillé est imbu déjà du système. Oui, il est rentré dans cet esprit-là. Donc, Quel esprit? Donc, il est déjà imbu du système. Il sait que comme j'ai maintenant un travail, c'est maintenant que je dois profiter pour acheter une maison. C'est maintenant, il a créé déjà ces petites, je sais moi. Non, même je ne produis pas, mais je dois profiter. Voilà. L'expression, c'est profiter. Voilà. Tandis que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé, qui a seulement la matière, il peut, s'il est bien encadré, faire ça très bien. Il y a aussi un problème d'encadrement pour vous. Suivi, donc il faut suivre, il faut encadrer. Et puis voilà, c'est ça. Je ne voudrais pas retomber dans le piège de son excellence ministre Lucien qui disait que c'est un problème de leadership. Et je pense que quand lui il a dit ça, on a beaucoup plus suivi le chef de l'État. Or, ce n'est pas au niveau du chef de l'État. C'est dans tous les niveaux. C'est dans tous les niveaux. C'est dans tous les niveaux. Si vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous allez créer des embûches de manière à ce que tout repose sur vous et que vous puissiez gagner le plus.
Vous voyez, vous allez engager seulement vos cousins et vos frères. Et la rationalité va reculer. Voilà, et la rationalité va reculer et tout va chambouler. Vous voyez, c'est comme ça partout dans tous les secteurs. Et encore un autre problème. J'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas de politique dans les secteurs. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas de politique industrielle en République démocratique du Congo? Apparemment, non. Apparemment, non. Bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure du plan de relance de la réindustrialisation du Congo. Faut-il encore savoir où on en est? Mais je pense que ça avance puisque l'on voit aujourd'hui l'électricité qui commence à prendre une petite stabilité. Et puis, pas plus tard que ces mois-ci, il y a des agents de la Régie des eaux qui sont en train de faire un recensement afin de donner de l'eau de la Régie des eaux à tous. Vous voyez, avec l'appui de la Banque mondiale. Et si déjà nous avons ces deux biens de première nécessité, à ce moment-là, ça peut nous relancer beaucoup de choses. Vous voulez produire quelque chose, vous voulez faire une boulangerie, vous allez avoir beaucoup besoin de l'électricité, vous allez avoir besoin de l'eau. Vous voyez, tout ça là, je pense que c'est inscrit dans ces cadres-là, dans ces plans-là. Je dois mener des recherches en tant que chercheur, savoir où en sommes-nous avec ces plans de réindustrialisation de la RDC à l'horizon 2040. Monsieur Djomi, les bonnes choses, vous dites que les bonnes choses ne prennent pas beaucoup de longueur. La télévision, c'est le temps. Donc, la semaine prochaine, vous serez encore avec nous ici, autour d'un autre sujet. Mais quant à pour aujourd'hui, le caméra est là. On doit faire quoi, en des mots, pour que l'industrie soit quand même le voisin des Congolais? Oui, d'abord, tout Congolais doit prendre sa responsabilité. L'on ne doit pas continuer à penser que les problèmes du bien-être des Congolais, c'est les problèmes du chef de l'État. Non, c'est les problèmes de la responsabilité de toute personne là où il se trouve. Il faut que nous puissions cesser avec ce système-là lorsqu'on vous donne une toute petite parcelle de responsabilité. Vous compliquez les choses pour les autres, ne sachant pas que vous êtes en train de tuer au lieu de ressusciter les choses. Nous devons reconstruire notre pays, nous devons reconstruire l'industrialisation avec l'appui de tout le monde, avec la conscience tranquille de tout le monde. Et j'encourage les chefs de l'État avec tout ce qu'il est en train de faire partout où il est en train de voyager pour la République démocratique du Congo, puisque ce ne sont pas des voyages de loisirs, mais je vous assure, ce sont des voyages d'affaires, ce sont des voyages qui vont porter quelque chose pour la République démocratique du Congo. Nous remercions aussi l'équipe technique de l'émission SAG-ECO, y compris ceux qui nous suivent à travers toutes les capitales et les villes francophones au monde, et toutes les grandes régions congolaises, en commençant de l'Équateur, qui est parmi les lignes des grandes. Cette semaine, on demande à ceux qui peuvent venir vraiment dans ces plateaux de SAG-ECO pour que nous puissions parler des problématiques de ces grandes régions agricoles, l'Équateur, focus dans la grande Équateur, les industriels, le politique et le scientifique. SAG-ECO, soyez le prochain invité à la place de M. Djomi est là pour la Grande Équateur, parce que la Grande Équateur, c'est là où il y a beaucoup de miracles économiques. Ça nous a déjà prouvé. Et quant à moi, Mathieu Takizala, la prochaine émission de SAG-ECO, likez, partagez. Merci. Ça a été. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.